Bonjour, je reçois deux personnalités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de Michel Guérin, qui est face à moi à gauche, et de Jean-François Clerc, deux anciens responsables de la DST. Et il publie ces jours-ci, aux éditions Mareuil, un livre intitulé « La DST sur le front de la guerre contre le terrorisme ». Ce livre est très détaillé, très intéressant et il couvre une époque assez importante puisque le début, vous commencez même par la guerre d'Algérie. Et ce qui ressort de la lecture de votre livre, entre autres choses, mais principalement, c'est l'évolution du terrorisme. C'est-à-dire que les terroristes d'hier ne sont plus les terroristes d'aujourd'hui. Alors, chacun à son tour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement votre carrière à la DST ? Alors, Jean-François Clerc, donc je suis rentré à la DST en 1972 et j'ai été confronté assez rapidement au terrorisme. Je ne suis pas rentré pour lutter contre le terrorisme, c'était pas du tout, c'était pas du tout dans l'air à ce moment-là. Et puis donc, en 1974, on a été obligé de créer une division spécialisée sur le terrorisme, puisqu'il y avait quand même pas mal de choses qui commençaient à arriver sur notre sol. Et donc j'ai été l'adjoint de cette petite division, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et disons qu'après, malheureusement, assez rapidement, on a eu un drame, c'est l'affaire Carlos, où deux de nos officiers ont été tués et notre chef très grièvement blessé. Et donc, voilà, moi, après, je suis parti au contre-espionnage. Et j'ai redécouvert la lutte antiterroriste en janvier 1983 avec Louis Caprioli, qui est le troisième larron du livre, où on a formé une équipe qui était déjà plus importante et où on n'a pas arrêté de grossir avec l'augmentation de la menace. Voilà. Et je suis resté donc le responsable de l'antiterrorisme à la DST jusqu'en fin 1997. On était une division, après on était un département en 1986. En 89, on est devenu une sous-direction. Donc, c'est pour dire l'augmentation de la menace. Et puis ensuite, j'étais directeur adjoint de 1998 à 2007, date de mon départ à la retraite. Voilà. Et vous, Michel Guérin, comment avez-vous eu l'idée, ou qui a eu l'idée de participer à la rédaction d'un livre rappelant les principaux moments de la DST ? Mais on avait déjà sévi, si on peut dire, donc avec Jean-François Clerc et Raymond Hart, donc, qui était là pour le coup le troisième larron, sur le contre-espionnage, pendant la guerre froide, sur la DST. Et on s'est dit, nous trois, avec Louis Caprioli, on a bien connu toute cette période du terrorisme. Et comme, on vieillit, et que les affaires de terrorisme, dans ce site particulier, elles sont extrêmement médiatisées, mais la DST était un service qui ne communiquait pas. Un des préceptes de la DST, c'est de tous les services. Never explain, never complain. Voilà. Et donc, ce qui fait que les affaires que l'on faisait, évidemment, il faut bien que les journalistes fassent leur travail, bien sûr, sauf lorsque ils sont privés de l'information de base, c'est un peu compliqué. Donc on retrouvait des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes, pour ne pas dire carrément fausses. Et c'est un peu gênant, parce que comprenez-vous, 20 ans, 30 ans après, c'est devenu des vérités. Donc on a voulu témoigner, tant qu'on a eu encore quelques neurones, témoigner de notre expérience et laisser, c'est un bien grand mot, mais un legs aux jeunes générations en disant voilà comment nous avons vécu ces affaires et comment ça s'est passé. Et vous commencez par la guerre d'Algérie, donc 1954-1962. Est-ce que là, on parlait déjà de terrorisme, on parlait des attentats, les événements d'Algérie, mais les terroristes, les actions étaient d'ordre terroriste, mais est-ce qu'on parlait déjà du terrorisme ? Oui, parce que c'est clair, l'action violente a duré tout le long de ce conflit, et si on nous a fait monter en puissance. Et puisque 80% de nos ressources, à peu près, ont été, pendant toute cette période, consacrées au conflit algérien ou violence, en Algérie et en métropole. Et notre travail, c'était de travailler contre les organisations qui commettaient des actes terroristes, essentiellement le FLN, et très brièvement, à la fin, sur l'OS.
Ben, vous savez, la caractéristique, donc la DST, vous dites la période, en fait, le livre couvre toute la période de l'existence de la DST, qui a été créée en 1944, et donc qui a disparu en 2008. Pourquoi ce changement, justement? Pourquoi changer, avoir la DST, puis changer Parce que ce n'est plus le même service. Parce qu'il avait été décidé à l'époque de fusionner avec la Direction centrale des renseignements généraux pour faire un nouveau service qui s'appelait la DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur. Voilà, donc parce que avec les RG, la DST avait de temps en temps se marcher un peu sur les pieds. Bon, donc on a décidé d'unifier tout ça, et donc ça a été la fin de la DST. Alors, le problème, c'est que la DST a été créée en 1944 avec une mission première, le contre-espionnage. Bon, il se trouve que c'était la fin de la guerre, et au début, surtout, la DST a travaillé sur les restes de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, voilà, les éventuels espions que l'Allemagne aurait laissés, les collaborateurs, etc., etc. Et puis, pourquoi la guerre d'Algérie? Parce que, vraiment, c'est ce que vient de dire Jean-François Clerc, le premier choc frontal du terrorisme, c'est pendant la guerre d'Algérie, hein, des bombes qui éclataient, enfin bon, tout le monde connaît l'histoire. Et donc là, comme vient de le dire Jean-François Clerc, une grande partie, pour ne pas dire une énorme partie de la DST a fait du terrorisme. Voilà. À la fin de la guerre d'Algérie, donc, on a remis des moyens sur le contre-espionnage. Malheureusement, dès les années 70, on a vu apparaître les premiers signes de terrorisme. Parce que le gros problème de la France est touchée par le terrorisme. À l'époque, on appelait le terrorisme moderne. Hein. Bon, voilà. En fait, il n'a rien de moderne. Donc, les années 70, il y a des organisations qui ont commencé à faire des actions violentes sur le sol français, qui étaient liées au conflit israélo-palestinien, etc., etc. Et puis après, on a eu droit à tout, si vous voulez. Hein. Il y a eu les Arméniens, il y a eu, en 1985, il y a eu le Hezbollah, 85-86, puis en 95, est arrivé des attentats que maintenant on appellerait djihadistes. À l'époque, on appelait pas ça comme ça, donc c'était les attentats du GIA. Donc tout ça pour dire que le terrorisme n'a pas arrêté des années 70 jusqu'à maintenant. Et à l'époque, Jean-François Clerc en parlera beaucoup mieux que moi. Eh bien, on va le... Eh bien voilà, donc, parce qu'à l'époque, on disait, mais ça ne va pas durer. Oui, alors je voulais simplement répondre à la question des raisons de la fusion. Bon, on a bien vécu, tant qu'il s'agissait que les terroristes, c'était essentiellement des gens qui venaient de l'extérieur, appartenant à des organisations liées à des États structurés. Donc, ça ne faisait pas de difficulté, c'est les ADST qui travaillaient dessus. Quand on a commencé à avoir des djihadistes, c'est-à-dire des gens qui, pour la plupart, et maintenant ça l'est encore plus, sont des gens qui sont nés en France, qui vivent en France, qui font partie de la société française, les renseignements généraux, dans leurs activités, couvraient les communautés à risque. Donc, ces gens-là faisaient partie des communautés à risque. Donc, très rapidement, on s'est retrouvés en concurrence. Et ça aurait pu être très dommageable de travailler en concurrence. Et disons que c'était difficile de dire « vous faites ça, vous faites pas ça ». Même les directeurs généraux de la police, ils perdaient leurs cheveux. Donc c'est une des raisons pour laquelle on a fait cette réforme. Voilà. Alors en ce qui vous concerne directement, quel est le premier événement ou premier attentat, la première action terroriste à laquelle... Alors le premier événement, c'est... Bon, il y a eu la prise d'otage de Munich, en 72. Et vous avez été impliqué, la DST a été impliquée ? Non, pas du tout. Ça, c'est pas chez nous. D'accord. Mais immédiatement après, les Israéliens ont annoncé qu'ils allaient poursuivre tous les gens soupçonnés d'appartenir à Septembre Noir, qui est l'organisation qui a fait cet attentat. Et on voit très rapidement, 6 mois après, une bombe frappant le représentant en France de l'OLP, qui n'était pas du tout un terroriste. Ça, comme on le surveillait, on le voyait. Hein. Et donc lui, il est tué par une bombe dans son meuble de téléphone. Et donc après, il y en a encore un autre qui est tué, et ainsi de suite. Donc ça commence comme ça. Et à peu près en 73, on découvre qu'une organisation extrémiste turque est en train de constituer une base en banlieue parisienne avec stand de tir, avec des explosifs qui ont été fournis, des armes par le FPLP palestinien. Donc déjà, on voit qu'il commence à se passer des choses. Et après, comme a dit tout à l'heure Michel Guérin, il y a eu des règlements de compte, alors non seulement entre les Israéliens et les Palestiniens, mais entre les Palestiniens entre eux, etc., etc. Et moi j'étais rentré à la DST pour faire du contre-espionnage. J'ai appris le russe, j'ai jamais travaillé sur les Russes, hein. Bon, mais c'est comme ça. Hein. Et puis, donc, en 74, quand on décide de faire
une division antiterroriste, comme j'ai dit tout à l'heure, on me dit, vous serez le numéro 2. Mais moi, je ne suis pas rentré là pour faire ce genre de truc. Et on me dit, mais le terrorisme ne durera pas, textuellement. Donc personne n'imaginait que ça allait prendre ces dimensions. Et vous aviez imaginé cette évolution du terrorisme? Non, non plus du tout. Vous savez, on est essentiellement pragmatique. Hein. Voilà. Hein. Comment est-ce qu'on peut décrire l'évolution du terrorisme au fil de ces années? Il s'est modernisé, il a Non, changé... c'est pas une question de modernisation. Bon, alors les moyens employés suivent la technique, ça on est bien d'accord. Mais fondamentalement, les raisons, vous savez, il n'y a pas 36 raisons de faire exploser les bombes ou de tuer les gens. Hein. C'est soit par idéologie, soit parce que on est une orientation irrédentiste, on veut acquérir une indépendance, une autonomie, enfin tout ce que vous voulez, etc., etc. Donc, fondamentalement, le terrorisme, au niveau de ses racines, n'a pas changé. Par contre, il y a différentes sortes de terrorisme qui sont arrivées. C'est-à-dire ? On ne peut pas comparer le terrorisme actuel, donc dit djihadiste, avec le terrorisme des organisations que l'on a connues dans les années 70, 80, 90. Il y a même une époque où les États organisaient directement, certains États étaient responsables du terrorisme. Ça n'existe plus du tout, à part encore peut-être l'Iran Non, djihadiste, non. Djihadiste... mais terroriste. Moi, je dirais que la chute du mur a joué un grand rôle. Parce qu'avant, vous aviez, c'est clair, les États qu'on appelait les rock states, les États voyous, parmi lesquels, qui, disons, contrôlaient, utilisaient, aidaient les organisations terroristes, ou les organisations palestiniennes en général, mais aussi celles qui faisaient du terrorisme. Ils s'en servaient. Voilà. Et souvent, alors il y avait la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Libye, c'était les principaux mis en cause. Mais il arrivait qu'une organisation terroriste change de sponsor. Et alors, faire des attentats contre leurs précédents sponsors. On l'a vu en France. Par exemple ? Par exemple, l'attentat de la rue Marbeuf. La rue Marbeuf, où il y avait le journal pro-irakien Watan al-Arabi, qui a fait l'objet de plusieurs tentatives et par les services syriens et par une organisation Carlos qui travaillait pour eux à ce moment-là, et qui a fini par sauter d'ailleurs. Ouais, c'est un exemple. Oui. Il y a eu des meurtres aussi. En particulier ? Par exemple, le cofondateur du parti basse syro-irakien qui a été assassiné et qui travaillait à ce moment-là pour les Irakiens. Et vous, quels sont le ou les événements qui vous ont marqué dans votre carrière, dans la lutte contre le terrorisme ? Vous savez, c'est difficile comme ça. Il y en a beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si, ce qui a été une nos missions dominantes, si ce n'est celle qui nous a tenu longtemps le plus à cœur, c'est de retrouver Carlos, la traque de Carlos, qui a duré 20 ans. Voilà, et puis ça a été effectivement... Ça a duré 20 ans parce qu'il se cachait... parce que oui, il était protégé. Il était protégé, bien sûr. Et puis, il ne laissait pas son adresse. Hein. Il a été longtemps en Hongrie, où c'est-à-dire que les pays de l'Est, c'est pour ça que je parlais de tous les pays de l'Est, qui ont utilisé les organisations terroristes, il n'y en a pas beaucoup, mais qui les toléraient sur leur territoire, à condition qu'ils n'en fassent pas trop, pratiquement toutes le faisaient. Et Carlos avait passé une bonne partie de cette période en Hongrie, d'où d'ailleurs il a préparé les attentats qu'il a commis en France en 82-83. Dans le train, à la gare Saint-Charles, etc., Capitole, pour obtenir la libération de sa copine. Parce qu'en fait, ils étaient obligés quelque part de l'accueillir parce que c'était d'ailleurs, lorsqu'il est arrivé en France, le premier PV, on lui demande sa profession, révolutionnaire international. Donc, mais il s'en méfiait énormément. Il faut savoir qu'il s'en méfiait énormément. Et c'est pour ça, et d'ailleurs on s'en est servi, bien entendu, il était surveillé H24 par les services de l'Est. Et comme les services de l'Est étaient extrêmement bureaucratiques, ils ont gardé tout ça. Voilà. Et vous, Michel Guérin, dans votre carrière, est-ce qu'à certains moments, vous avez senti que les terroristes vous avaient repéré est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ? Non, écoutez, on va pas jouer les James Bond, c'est pas la raison. Bon, de toute façon, quand on travaille, il faut pas être dans cette optique. Hein. Bon, on fait son travail, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous êtes en contact avec les adversaires, les terroristes ? Ça fait partie du métier, oui, parfois, oui. Oui. Vous avez peut-être des souvenirs à ce sujet ? Écoutez, moi non, personnellement, non.
Vous avez dû demander l'autorisation de votre maison pour écrire ce livre, ou est-ce que les choses sont... Non, il n'y a rien de, il y a rien de, mais je l'ai lu. de choquant pour la maison. Pour la maison. Il n'y a pas de souci. Je dirais même que ça a été encouragé. Parce qu'on n'est plus comme avant, comme disait Michel, où il ne faut rien dire, etc. Il faut quand même... Ouais. C'est pas un livre officiel, hein, mais bon, c'est quand même le point de vue des gens, des officiants, j'allais dire. Ça relate les faits et gestes, si on peut dire, d'un service qui n'existe plus. Oui. Voilà. Oui, il y a beaucoup de détails sur différentes affaires. Et des choses, vous savez, bon, alors, je ne sais pas s'il y aura des révélations, non, il n'y en a pas. Pratiquement tout est sorti. Le problème est que si vous vous intéressez à une affaire, alors maintenant on a des moyens au niveau de l'Internet, du web, enfin tout ce que vous voulez, extrêmement important, sauf qu'il y a une telle somme de contre-vérités ou de choses qui ne sont pas inexactes, nous, on sait ce qui est exact. Oui. Donc lorsqu'on va rechercher, on se dit oui, mais ça, effectivement, c'est la bonne information, et qui parfois n'est pas celle qui apparaît au-dessus de la pile. Vous savez, sans faire de polémique, et il faisait allusion, Michel il faisait allusion tout à l'heure, quand on donne notre point de vue, c'est pour ça qu'on hésitait à le donner publiquement. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Et on ne va pas dire que c'est parce que c'est nous qui l'avions dit que nous avions raison. Mais on avait quelquefois le même problème avec nos propres ministres, à qui on disait quelque chose, mais il y a toujours des gens dans notre entourage qui n'étaient pas d'accord. Donc il fallait absolument dire que c'est nous qui avions raison. Moi, je donne un exemple. Au moment de... c'est tout à fait au début où on arrive aux affaires, nous. C'est l'attentat de la rue des Rosiers. L'attentat de la rue des Rosiers, création tout de suite, grosse émotion, création de la cellule proto, et d'un seul coup, un coup de filet, paraît-il, phénoménal, ils arrêtent des Irlandais. Bon. Nous, bien sûr, pour nous, c'était des Palestiniens, on l'a démontré, des tas de raisons, et puis ensuite à Bougnal, mais on ne nous croyait pas forcément. Par exemple, quand vous avez eu les attentats de 95 du GIA algérien, première thèse, c'est les Serbes, parce qu'il n'y avait pas encore eu les accords de Dayton. Si vous voulez. Bon, nous, on se doutait bien que c'était quelque chose qui avait un rapport avec l'Algérie, hein. Mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez, le livre, au moins, ça va rester. Vous voyez, je ne dis pas que tout le monde dira c'est eux qui avaient raison, mais malgré tout, c'est noir sur blanc. Et y a-t-il des points communs entre les différents terroristes? Lorsque vous les arrêtez, j'imagine que vous participez aux interrogatoires, que vous suivez, vous faites une idée de la personnalité de ces adversaires. Est-ce que entre vos débuts et maintenant, ces terroristes sont... Il y a un type précis de terroriste, ou ça peut être finalement... Non, un type précis de terroriste, non, ça serait vraiment très ambitieux de dire oui, il y a un type, on va vous le définir comme ça. Non, il y a des profils très différents. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des gens... Alors, encore une fois, on revient aux origines. Oui. Pourquoi mettent-ils des bombes? Pourquoi assassinent-ils? Bon, alors, est-ce que c'est un fait pour une question religieuse? Est-ce que c'est... L'argent? Non, les terroristes, c'est pas l'argent. Non, c'est une idée. Voilà, c'est un terroriste, un truand, c'est ce qu'on dit toujours. Le truand, lui, son but, c'est de blanchir l'argent sale. Le terroriste, on va dire que c'est un peu le contraire. Vous voyez, bon, à la limite, lui, il n'est pas forcément dans la criminalité. Je ne vous dis pas que parfois il n'y a pas des liens, hein, mais son but, c'est une idée. Voilà, hein, c'est une idée, et il veut à tout prix l'imposer par la violence. Donc voilà, donc tous les terroristes se rejoignent sur leur... parce que quand même, bon, pour tuer des gens, on dit oui, il y a des fous. Mais vous savez, des fous, quand on est fou, hein, donc c'est en général, on commet des erreurs, on fait n'importe quoi, ou on se fait exploser soi-même, etc. Donc c'est des gens, ils ne sont pas totalement fous, mais ils sont complètement dans leur idéal, dans leur idée, et pour ça, ils sont jusqu'au bout. Juste un petit bémol, le groupe Carlos. Lui, Carlos, au départ, il y a une idéologie, c'est clair. Sa famille, elle est dans une certaine optique, et lui, il épouse la cause palestinienne. Mais rapidement, il est devenu un mercenaire, c'est-à-dire, il fallait qu'il gagne de l'argent. Et son groupe vivait de ça.
Donc, il était mercenaire et il faisait... Il a travaillé pour différents employeurs. Oui, c'est ce que vous oui, voulez par dire, différents employeurs. Mais- Par mais- exemple, mais les Roumains, c'est le seul pays de l'Est qui a utilisé les terroristes, et il les a vraiment utilisés. Le régime de Ceausescu a utilisé Carlos. Oui, le parapluie. Non, Ah, non, ça, pas c'est du les tout. Bulgares. Non, non, Ah, Bulgare, pas je du confonds tout, Roumanie du et tout. Bulgare. Là, on n'est pas dans le Du tout. terrorisme. Non, non, Quelle non, honte. non, non. C'était un outil, c'est-à-dire ils utilisaient son roue pour envoyer des lettres piégées, par exemple, vous voyez, ou pour transporter des armes. Enfin bon, c'est pas. Ouais, c'est ça. Mais Carlos, mais là aussi, parce que un terroriste il y a toujours une idée. Donc, alors, on peut considérer qu'effectivement son titre de révolutionnaire, bon, voilà, qui s'était auto-attribué très bien, mais il faut toujours une justification. Alors, on sait très bien, et Jean-François l'a dit fort justement, Carlos, au début, il appartenait à une organisation palestinienne, le FPLP. Hein, bon, voilà. Et puis, au bout d'un moment, pour tout un tas de raisons, après la prise d'otage de l'OPEP, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, voilà. 75. Voilà, et il a eu des problèmes avec cette organisation, il est parti. Il a monté son propre groupe. Et effectivement, comme dit Jean-François, après, il roulait pour lui. Il roulait tout, mais toujours saupoudré de l'idéologie révolutionnaire, marxiste-léniniste, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que lorsqu'il demandait l'hébergement dans les pays de l'Est, c'était un camarade de combat, mais enfin, dont on se méfiait parce que Là, il y a une affaire récente quand même qui indique, en principe, qu'un Russe a été arrêté. Il s'est fait exploser un engin explosif qu'il était en train de monter, de bricoler. Oui. Ça lui a explosé à la figure. Il a été hospitalisé et il aurait agi sous le contrôle des services secrets russes. C'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a encore des États qui... Non, mais vous savez, il y a un grand principe dans notre métier. Oui. On ne parle que ce que l'on connaît. Oui. Et quand on ne connaît pas les affaires... Oui, non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a encore des États qui, à votre avis, sponsorisent le terrorisme Sans doute, vous savez, ça c'est éternel aussi, malheureusement. Hein. Nous, on n'est plus aux affaires, mais d'un autre côté, quand on voit les gens qui ont reçu des produits en Angleterre, etc., et que ça a été exécuté Novichok par le GRU, etc. Oui, non, ça, oui, non, ça c'est probable. Alors, on peut appeler ça du terrorisme. Hein. On peut appeler ça. Voilà, on peut appeler ça du terrorisme. Mais en fait, bon, ça, c'est les services. Ouais. Certains services dans certains pays très particuliers, qui d'ailleurs ont une grande expérience en la matière. Hein. Bon, c'est assez culturel et qui... C'est un sujet toujours un peu délicat. Pas pour nous, techniciens, parce que bon, nous, on a un problème, il faut essayer de le régler. Mais, enfin, essayer de savoir. Mais c'est vrai que bon, certains États vont vous dire « Ah oui, mais ça, c'est pas du terrorisme, on se défend. Ouais. » Sur cet argument. Oui. Les Américains ont publié une sorte d'estimation disant que les Jeux Olympiques pourraient attirer des terroristes. Ouais, oui, mais alors là, pardonnez-moi, c'est une évidence. Ben oui, voilà, on enfonce les portes ouvertes. Hein. D'ailleurs... Mais dans ce cas, les services français sont mobilisés, bien sûr, surveillent... Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, une des raisons du début du commencement des attentats, donc les attentats qu'évoquait Jean-François dans les années 70, une des raisons... À l'époque, Paris était une place mondiale, enfin encore plus que maintenant, bon, extrêmement connu. Donc c'est l'effet de répercussion médiatique. Donc une orientation, parce qu'une orientation terroriste a besoin de se faire... Exactement, de se faire connaître pour tout un tas de raisons. Et donc, vous faites un attentat à Paris, vous faites un attentat à Paris, croyez-moi, ça porte beaucoup plus que si vous le faites à Pétaouchnok ou au fin fond du Balouchistan inférieur. Hein, vous voyez. Donc, c'est un aspect dont il faut tenir compte. Donc, tout ça pour dire que tous les événements, voilà, on pourra vous dire que, par exemple, en 1998, nous avons évité des attentats en préparation pendant la Coupe du Monde de 1998 en France. Ça a été le cas également pendant le championnat d'Europe de football de 2000. Donc vous voyez, tous les événements attirent forcément les... Dans quelles circonstances ces attentats ont été évités? C'était des... vous aviez été alerté par... Oui, bien sûr. Mais des informateurs? Bien sûr, tout à fait. On avait des sources humaines qui nous ont... Et on a fait une action préventive. Ouais. Oui. Mais enfin, pas si loin que ça, que de l'exécution, quand même. Voilà. Oui, parce que lorsqu'on intervient, il faut bien comprendre... Bon, fort heureusement, on est dans un État démocratique. Donc, quand vous arrêtez quelqu'un, il faut quand même être en capacité
de pouvoir l'arrêter en fonction de la loi. Ouais. Voilà. C'est pour ça que l'aspect extrêmement important que la DST, donc le service dont on parle, mais également ses successeurs, c'est-à-dire la DCRI et maintenant la DGSI, ont une double compétence. Compétence sur un service de renseignement, mais également un service de police judiciaire. Donc ils sont en capacité de faire, sous la direction des magistrats, bien entendu, des enquêtes judiciaires. Et c'est grâce à ces enquêtes judiciaires que vous pouvez neutraliser les terroristes et les arrêter avant qu'ils passent à l'acte. Merci beaucoup Michel Guérin, merci beaucoup Jean-François Clerc. Et je cite également votre co-auteur, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Louis Caprioli. Oui. Merci d'avoir parlé aussi clairement du terrorisme, même si c'est le terrorisme d'hier et d'avant-hier, mais qui est toujours d'actualité. Ah oui, on peut revoir à nouveau du terrorisme sponsorisé. Hein. Ça peut, à partir du Proche-Orient, ça c'est possible. Merci beaucoup. Merci, monsieur Leclerc. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt. Ah.